Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Florian. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce nouveau webinaire Florian Mentionne Institut, qui fait partie du mois gratuit Florian Mentionne Institut de webinar. Bienvenue à ce webinaire sur les 7 piliers du management selon Napoléon. Alors j'entends les petits ploc-ploc sur le chat, donc j'imagine que vous nous entendez bien, vous nous voyez bien. Bonjour à tous. Voilà, donc vous connaissez maintenant les webinars. Le principe du webinar, c'est un intervenant sur une thématique. Donc là, aujourd'hui, les 7 piliers du management selon Napoléon par Florian Mentionne, co-auteur, avec Alain Pijard, qui sera avec nous dans le chat, qui malheureusement, pour des questions techniques, n'a pas pu être avec nous sur la vidéo, mais sera certainement intervenant dans le chat. Moi, je serai le modérateur. J'essaierai tant bien que mal, et vous êtes, à l'heure où je vous parle, 262, 3, 4, 5, etc. Ça n'arrête pas de monter. Vous êtes pratiquement 500 à vous être inscrire. Donc, on risque d'avoir beaucoup de questions. On ne pourra pas faire toutes les questions de tout le monde. On va essayer. Je vais faire aussi le maître du temps vis-à-vis de Florian. Et puis, voilà, je crois que j'ai dit pas mal de choses. Donc, maintenant, c'est à vous. Moi, je vais me cacher derrière et de temps en temps, j'apparaîtrai comme un génie pour poser des questions. Florian, je vous les laisse. Ils sont 260 questions pour l'instant. Merci Loïc, donc bienvenue à tous et à toutes pour ce webinaire. C'est le premier pour moi, donc c'est une grande première. J'espère que vous serez indulgents. Alors, nous avons plus de 500 personnes, 516 personnes inscrites. Donc, est-ce que c'est dû au thème que l'on va traiter? Est-ce que c'est dû à la présence d'Alain Pijard, mon co-auteur, qui est le pape sur Napoléon, en fait. C'est un garçon qui est docteur en droit, docteur en histoire, enseignant, écrivain. Il a écrit plus de 70 livres sur Napoléon, donc c'est le pape de Napoléon. Est-ce que c'est parce qu'il y a sa présence? Est-ce que c'est parce qu'il y a le confinement? Est-ce que c'est parce que c'est moi qui interviens? En tout cas, je suis ravi que pour ce premier webinaire pour moi, il y ait plus de 500 personnes. Alors, pourquoi d'abord un livre sur Napoléon et sur le management? La genèse de l'histoire est très simple. Je suis président d'une association qui s'appelle le Cercle Montpellier-Cambacérès. On organise chaque mois un dîner-débat sur un thème historique, culturel, etc. Et j'ai invité il y a quelque temps donc Alain Pijard nous parler de Napoléon et la Légion d'honneur. Il se trouve que j'ai eu le privilège d'avoir reçu la Légion d'honneur et donc j'étais très sensibilisé sur ce thème. Et donc j'ai demandé à Alain Pijard de faire l'intervention au château de Castries, donc un très beau cadre. Et Alain nous a parlé donc de Napoléon et de la Légion d'honneur. Et quelques jours après, je rappelle Alain qui habite Dijon, et je dis Alain, j'aimerais écrire un bouquin sur Napoléon et notamment sur le management selon Napoléon. Parce qu'en effet, c'est un garçon qui a recruté, formé, animé, un manager. Et Alain me dit, oui, c'est une bonne idée, effectivement, ça s'est pas fait. Et je lui ai dit, je voudrais faire un livre un petit peu original. J'aimerais interviewer Napoléon à Sainte-Hélène, à la fin de sa vie, en quelque sorte. Ah, il m'a dit, là, c'est encore une idée encore plus originale, très intéressante. Et je lui ai dit, Alain, je voudrais que ce soit toi qui joues le rôle de Napoléon, que je vais interviewer, moi, le journaliste, que je vais interviewer à Sainte-Hélène à la fin de sa vie. Alors là, il a été emballé. Et donc, je suis allé à Dijon et pendant plusieurs heures, je l'ai filmé. Et il a répondu à mes questions sur le management selon Napoléon. Lui joue le rôle de Napoléon. Donc, dans ce livre, que vous voyez à l'écran, c'est vraiment l'interview que j'ai réalisée, grandeur nature, de manière très, très légitime, grâce aux réponses très légitimes de notre ami Alain Pijard. Donc, ce n'est pas mon avis sur le management sur Napoléon, ce sont vraiment les réponses que Napoléon aurait pu prononcer suite à mes questions. Voilà. Alors, à l'issue de ce livre, qui est sorti en janvier, j'ai fait une petite synthèse, et cette synthèse, je l'ai symbolisée par 7 piliers. Quelles sont les 7 règles d'or que l'on peut tirer de Napoléon. Voilà. Voilà. Petit complément, sinon j'allais me faire engueuler si je ne le fais pas. Cette intervention rentre dans le cadre du mois de formation gratuite sur le management que le Florian Mentionne Institut a inauguré. Donc nous avons 10 thèmes que nous allons traiter. Déjà, Loïc a traité le management, comment manager son temps. Augustin Valero a traité de « il n'y a pas de pénurie de candidats
IT avec Stéphane Vidal. Voilà tous les différents thèmes de nos webinaires. Voilà. Alors, donc, j'ai identifié 7 piliers du management et je vais tout simplement les dérouler. Et vous n'hésiterez pas à me poser des questions si vous voulez des précisions par rapport à ce que je dis. Allez, on y va. Je suis chez moi, je suis confiné chez moi, je suis bien, je suis à l'aise. Vous aussi, prenez un café, prenez un apéritif, soyez à l'aise, on va échanger gentiment. 7 piliers du management. Le premier pilier du management, c'est le fait que Napoléon exerçait, sans le savoir, un mode de management que je qualifie de management épiphyte. Alors, c'est quoi le management épiphyte? J'ai même écrit un bouquin sur le management épiphyte, préfacé par notre ami Jackie Galens, que je salue, qui doit être devant son écran ce matin. Donc, le management épiphyte, c'est quoi? J'ai été très intéressé par Boris Cyrulnik, avec son concept de la résilience, et je me suis dit que, outre le fait que Boris Cyrulnik est un monsieur hyper compétent, le succès qu'il a eu sur son concept de résilience était dû d'une part à ses développements, mais était dû surtout au fait qu'il s'était inspiré d'une loi naturelle, une loi physique. On prend une barre métallique, on la tord, et au bout d'un certain temps, en fonction de certains paramètres, elle redevient, entre guillemets, à peu près normale. Et il applique cette loi physique, naturelle, et il l'applique aux hommes et aux femmes qui ont été violentés dans leur jeunesse et qui arrivent à s'en sortir et redeviennent, entre guillemets, à peu près normales. Voilà. Je me suis dit, c'est intéressant de s'appuyer sur une loi naturelle et de l'appliquer aux ressources humaines ou au management. Et je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait être utilisé comme loi naturelle dans le mode du management? Et j'ai pensé aux plantes. Pour faire simple, il y a des plantes parasites et des plantes épiphytes. La plante parasite, elle, se développe sur un tronc en lui piquant la sève à ce tronc. Donc le gui est une plante parasite. Alors que la plante épiphyte, elle, se développe sur un tronc sans lui piquer la sève. C'est l'exemple de l'orchidée. L'orchidée se développe sur un tronc sans lui piquer la sève. Je me dis, tiens, c'est intéressant. Et en y réfléchissant bien, on s'aperçoit que dans nos familles et dans nos entreprises, nous avons des plantes parasites et des plantes épiphytes. Dans nos familles, la plante parasite, c'est Tanguy, le petit cousin, le petit neveu Tanguy qui reste au crochet de la famille, qui est là, qui pèse, qui ne fait rien, un parasite. Dans nos entreprises, on a malheureusement certains salariés que l'on a placardisés, et c'est l'équivalent de ces fameuses plantes parasites qui plombent l'entreprise. Parasites. Et puis, heureusement, à l'inverse, nous avons des plantes épiphytes, aussi bien dans nos familles, des jeunes à fort potentiel que l'on peut aider à grandir par de la formation, par des voyages, par des conseils. Et puis surtout dans nos entreprises, ce qui m'intéresse principalement, dans nos entreprises, nous avons des plantes épiphytes, donc des gens à fort potentiel que l'on peut aider à faire grandir. Et moi, je pense que le rôle du manager, c'est de faire grandir ses collaborateurs. Voilà, c'est le plus important. On va dire, oui, mais c'est évident, c'est simple, on le fait déjà. On n'a pas attendu Napoléon, on n'a pas attendu Florian Mansionne pour nous dire qu'il fallait faire grandir ses collaborateurs. C'est pas si simple que ça. J'en veux pour preuve un exemple que j'ai vécu et que vous avez sûrement vécu dans vos entreprises. On m'avait confié le soin de recruter un chef des ventes. Et donc, à l'issue de mon processus de recrutement, je présente 3 candidats à mon client. Mon client, entre guillemets, c'était chez l'entreprise, et puis le directeur commercial, le N+1 par rapport au chef des ventes que je devais recruter. Donc, je présente 3 candidats. Et parmi les 3 candidats, il y avait un candidat qui avait une bonne paire de bras, tu sais, un gars avec une forte autorité naturelle, qui s'exprimait bien, voilà. Et quand ce gars-là a commencé à se présenter, j'ai regardé son éventuel futur N+1, qui le regardait d'une manière un petit peu surpris. Et je me disais qu'il devait se dire, mais ce gars-là, si on l'embauche, il va me bouffer. Il va me bouffer. Et je regardais le patron, qui lui avait un regard plus épanoui, et j'imagine qu'il se disait, il est intéressant ce candidat. Si on l'embauche,
Demain, si mon directeur commercial me claque entre les doigts, il pourra le remplacer presque avantageusement. Voilà. Et il n'a pas été recruté. Et lui, puisque le décideur, c'était le N+1, le directeur commercial. Tout ça pour vous dire que ça semble évident de dire on va faire grandir les collaborateurs, c'est très bien, dans la formation, etc., etc. Ce n'est pas si évident que ça. Parce que malheureusement, certaines personnes ont peur de se faire bouffer par des gens qui pourraient grandir encore plus vite qu'eux. Je dis non. Non, le bon manager, c'est celui qui fait grandir ses collaborateurs. Et s'il veut maintenir un delta, une différence, un gap entre le N-1 et lui-même, ben, il n'a qu'à lui-même s'améliorer, se former, progresser, tout simplement. Voilà. Donc, le premier pilier du management, c'est ce que j'appelle donc le management épiphyte. Et Napoléon symbolise bien cet exemple de ce modèle de management épiphyte parce que lui, justement, ben, il a fait confiance à des potentiels, pas du tout à des compétences, pas du tout à des gens qui déjà avaient exercé le métier de militaire, le métier de général, le métier de maréchal. Il a fait grandir ses collaborateurs. Il a pris des gens de la société civile, on va dire, en fait, voilà, qui exerçaient un métier totalement différent, qui n'avait rien à voir avec la vie militaire. Et voilà, je vois que Loïc intervient. Oui, alors j'ai une remarque très pertinente de Gérald Mongin, président du souvenir napoléonien. Alors, bonjour Gérald. Bonjour bonjour Gérald. Gérald, qui nous fait une citation de Napoléon qui est vraiment très très belle. L'art le plus difficile n'est pas de choisir les hommes, mais de donner aux hommes que l'on a choisis toute la valeur qu'ils peuvent avoir. Napoléon. Oui, bien Napoléon. sûr, bien sûr, bien sûr. Gérald a entièrement raison de citer Napoléon. Et je veux même citer encore plus Napoléon, parce que pour bien symboliser ce management épiphyte, il a dit, entre autres, il a dit beaucoup de choses, hein, mais il a dit la chose suivante, je l'ai marqué, il ne va pas l'oublier, à propos de Dolan, le fameux maréchal d'Empire, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je l'avais pris pygmée, je l'ai perdu géant. Ça montre bien qu'il a fait confiance à quelqu'un simple au départ, qui l'a aidé à progresser. Il a dit également, Napoléon, à propos de Berthier, un autre maréchal d'Empire, un oisillon que je fais aigle. Voilà. C'est patent, en fait. Hein, donc, ça montre bien que la force de Napoléon, c'est justement qu'il a su identifier des potentiels, pas des compétences. Hein. Les compétences, c'est quelque chose qui déjà qu'on peut voir, qu'on peut mesurer, qu'on peut comparer, qu'on peut contrôler, etc. Il a choisi des potentiels. Alors, vous allez me dire, peut-être qu'il n'y avait pas le choix. Peut-être, comme chez nous, dans nos entreprises aujourd'hui, sur des métiers un petit peu tendus, je ne sais pas, l'IT par exemple, hein, c'est ce que Stéphane Vidal et Augustin Valero ont développé ces jours-ci. Alors, c'est vrai que dans des métiers un petit peu tendus, on a intérêt à privilégier les potentiels. Encore faut-il bien les identifier, bien les évaluer et les aider à grandir. En fait. Voilà. Donc, premier point important, retenez-le bien, en fait. Hein. Pour moi, il est fondamental. Je l'ai mis en 1, ce n'est pas un hasard, en fait. Hein. Pour moi, c'est à la base même du comportement du bon manager, en fait. Hein. Donc, le management est deuxième, n'hésitez pas à réagir, hein, comme Gérald Mongin, hein, c'est une bonne chose. Deuxième pilier du management, l'exigence. Et oui, je crois que ce qui caractérise bien Napoléon, c'est son côté exigence. Exigence par rapport à lui, exigence par rapport aux autres. En fait, c'était un bourreau de travail. C'était un bourreau de travail, il n'arrêtait pas de travailler, il passait très peu de temps à la table, il passait très peu de temps à dormir, il bossait 12 heures, 14 heures, 15 heures par jour. Il était multitâche. Il était multitâche. C'est-à-dire qu'il pouvait dicter 4, 5 lettres en même temps. 4, 5 lettres en même temps, à 4, 5 collaborateurs, secrétaires différents en même temps. Un peu comme un joueur d'échecs professionnel, vous savez, qui peut mener à bien une partie avec plusieurs adversaires. Mais c'était pareil, il pouvait discuter, etc. Napoléon a rédigé plus de 40 000 lettres, ordres et décrets dans sa carrière professionnelle. 40 000 lettres. Donc, ça montre bien sa capacité de travail, en fait. Il était exigeant et il savait obtenir ce qu'il voulait de ses collaborateurs. Alors, il était exigeant, mais il était assertif.
Quand c'était bien, il le disait, quand c'était mal, il le disait aussi, en fait. Hein. Donc, il n'hésitait pas, pour encourager ses collaborateurs, de les reconnaître, hein, de les apprécier. Hein. Et sujet, verbe, compliment. Ah oui, sujet, verbe, compliment. Et oui, bien sûr. C'est ça, en fait. Hein. Pour être exigeant, ben, il faut encourager, il faut reconnaître. La notion de reconnaissance est une notion hyper importante. Et de nos jours, dans nos entreprises, ce dont les salariés souffrent le plus, des problèmes de rémunération, d'égalité, etc., c'est un problème de reconnaissance. Et je crois que le bon manager, c'est celui qui sait faire, celui qui sait reconnaître ses collaborateurs au travers des promotions, la rémunération, mais des compliments. Sujet verbe compliment, c'est bien ça en fait, hein, exigence. Alors, peut-être qu'il était exigeant parce que en face de lui, il avait des gens qui n'osaient pas le contredire. C'est vrai. Et donc, il pouvait se permettre d'être catégorique, d'être impératif. C'est vrai. Mais, bon, c'était, je pense, une de ses caractéristiques. Troisième pilier de management, selon Napoléon, l'exemplarité. Alors, je crois que Napoléon, c'est le symbole même de l'exemplarité. C'est-à-dire, c'est le gars qui va dire allons-y. Hein, il ne dit pas allez-y, il dit allons-y. Et quand on voit Napoléon, ben, on le voit sur le pont d'Arcole, à l'entrée du pont d'Arcole avec son drapeau. Peut-être que c'est faux, hein, peut-être que ce n'était pas comme ça que ça s'est passé. Mais la représentation, et ce qu'on en a retenu, c'est qu'il est devant les autres, devant ses troupes, devant ses collaborateurs, il impulse. Hein, il impulse, en fait. Hein, il attire. C'est un leader autant qu'un manager. Du reste, je pense qu'il y aura des questions sur est-il leader ou manager. Il est les deux, en fait. Hein. Il est leader parce qu'il dit allons-y, hein, il tire. Hein. Il est manager parce qu'il pousse hein, également. Hein. Il organise, hein, bien sûr. Il est les deux, en fait. Hein. Mais surtout, cette notion d'exemplarité est importante, en fait. Hein. On ne peut pas animer une équipe s'il y a une différence entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Hein. C'est ce qu'on appelle la congruence, on verra tout à l'heure, en fait. Hein. Mais il faut un chef montre l'exemple. Voilà. Hein. Il faut qu'on puisse, on puisse s'identifier. Hein. Il faut que les collaborateurs puissent s'identifier à son chef. Et Napoléon, pour ça, grâce à cette exemplarité, ben, il a fait faire des choses remarquables à ses collaborateurs. Un impulseur. Voilà. Quatrième, n'hésitez pas à intervenir. Hein, Loïc, s'il y a des questions intéressantes, je ne les vois pas, tu n'hésites pas à me les faire remonter. Quatrième pilier important de management selon Napoléon, c'est le contrôle. Et oui, le contrôle. Napoléon contrôlait tout. Il avait un réseau d'informations fabuleux. Hein. Ses préfets lui servaient d'informateurs, en fait. Hein. Tous les jours, il avait un rapport des préfets. Le ministre de l'Intérieur, en permanence, lui rédigeait des notes, il avait ses ses indicateurs, il remontait de l'information, il a mis ses frères à la tête de la franc-maçonnerie en France, c'était pour savoir ce qui se passait dans les loges maçonniques, en fait. Hein. Donc, il a vite compris que pour prendre des décisions, ben, il fallait avoir de l'information, et ces informations-là, ben, il fallait les contrôler, en fait. Hein. De nos jours, ben, c'est la même chose. On va pas avoir l'indicateur, mais on aura les tableaux de bord. Ben, le manager, il a un tableau de bord. Et il ne peut pas animer une équipe s'il n'a pas des chiffres, s'il n'a pas des résultats, en fait, hein, bien évidemment. Cette notion de contrôle, on ne peut pas piloter à vue. Il nous faut des chiffres. Un avant, un pendant, un après. Hein, bien sûr, les trends, ça existe, mais il faut qu'on les analyse, en fait, hein, bien sûr. Donc, cette notion de contrôle, elle est hyper importante. D'autant qu'en plus, Napoléon était très curieux. Il s'intéressait à tout. Et donc, il contrôlait tout. Alors, le but pour un manager, ce n'est pas de tout faire. On est bien d'accord.
Hein, on ne peut pas tout faire. Hein. La délégation, ça existe heureusement, en fait. Hein. Voilà, je vois que Loïc intervient. Vas-y, Loïc. Loïc revient. Petite question d'Arnaud Blin. Est-ce que le contrôle poussé à l'extrême n'a pas tué la confiance de ses collaborateurs? Vaste sujet. Hein. Ah, vaste sujet, effectivement, en fait. Hein. Je n'ose pas répéter le truisme qui consiste à dire la délégation n'exclut pas le contrôle. C'est vrai, en fait. Hein. Mais il y a un équilibre, en fait. Hein. Je crois qu'il faut qu'il y ait un contrôle bienveillant. Il faut que le manager explique en permanence à ses collaborateurs que cette notion de contrôle, elle se fait dans le bien de tous, dans le bien partagé. C'est-à-dire aussi bien pour le collaborateur, si on le entre guillemets contrôle, c'est pas un mot qui passe bien. On est d'accord aujourd'hui en fait, hein, mais si on analyse ces résultats, c'est pour comprendre pourquoi il en est arrivé là et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le système. C'est ça qui est intéressant dans la notion de contrôle. C'est pas tant le constat, c'est une base à partir de laquelle on pourra agir pour s'améliorer pour le bien de tout le monde, du collaborateur, du manager et de l'entreprise en fait. Hein, c'est ça. Bien sûr, c'est pas être flic. On est bien d'accord, c'est pas être flic, hein, c'est pas le but en fait. Hein. Je crois que le bon manager, c'est celui qui utilise un reporting. Et un reporting, c'est pas. Je ne peux reconnaître les bons collaborateurs que si j'ai les chiffres et si je peux les comparer par rapport aux petits copains. Donc, ce n'est que du bon sens. Merci Arnaud pour ta question pertinente. Donc, cette notion de contrôle est importante. Voilà, donc très curieux, je disais, il était très curieux, il s'intéressait à tout, et peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, avec cette notion de délégation, ben, on doit jongler entre ce que je fais, ce qui m'intéresse, bon, etc., etc. Vous le savez. 4 contrôles. 5. 5, la réactivité. Ah oui, la réactivité. La réactivité, c'est important, en fait. Hein. Napoléon, il était autant actif que réactif. Par réactif, qu'est-ce qu'on entend? On entend la capacité à prendre des décisions rapidement. Et aujourd'hui, dans nos entreprises, c'est ce qu'attendent les collaborateurs. La réactivité. Coronavirus, qu'est-ce qu'on fait? Comment on se réorganise? Bien sûr, c'est évident en fait. Hein. Donc, si je veux franchir le Cap Horn, ben, il faut que je sois sûr que mon pilote, il va m'y amener. Hein. Et je veux qu'il réagisse rapidement en fait. Hein. Donc, cette notion de réactivité, elle est aussi importante que l'action d'agir en fait. Hein. Oui, Loïc. Le contrôle a amené beaucoup de questions et j'aime bien la remarque de Jean-Jacques Chéry. Le contrôle est-il lié à la confiance? Il y a eu un grand débat sur le chat sur le contrôle, la confiance. Est-ce que trop de contrôle tue la confiance? Est-ce qu'on ne doit pas faire confiance et pas contrôler? Voilà, ça tourne autour de ça. D'accord. Alors, je vais reprendre parce que je l'ai peut-être fait un petit peu rapidement. Okay. Sont deux notions différentes en fait. Hein. Je crois qu'il faut d'abord, quand on crée un système de reporting, il faut expliquer pourquoi on crée un système de reporting. Pourquoi on fait ces statistiques? Pourquoi on analyse des chiffres? Pourquoi on compare des chiffres? Ça, c'est important en fait. Hein. Donc, il faut expliquer que c'est pas pour rendre en défaut les gens. C'est pas du tout ça en fait. Hein. C'est pas parce qu'on se méfie des gens. C'est pas du tout ça. Ce qui est intéressant, c'est de progresser dans une entreprise. C'est de voir l'évolution par rapport à une période passée. Est-ce qu'il y a une amélioration, une stagnation, ou au contraire, ça baisse? Ben, il me faut des chiffres. Il me faut des chiffres. Cette notion de, bon, je parle plus de tableau de bord plutôt qu'autre chose en fait. Hein. Je parle de contrôle parce que c'est un terme plus générique en fait. Hein. Mais il faut expliquer que c'est parce qu'on leur fait confiance qu'on utilise un tableau de bord. Et je dirais qu'aujourd'hui, grâce à nos outils de communication, ces tableaux de bord, ben, l'intérêt, ben, c'est de les partager. Vous savez, avant, qu'est-ce qui se passait avant quand un manager faisait une réunion, quand il avait ses petits copains et il faisait une réunion? Les jeunes ne le savent pas, mais les plus anciens, ceux qui commencent à avoir des cheveux blancs, le savent. Quand on allait à une réunion, par exemple, commerciale, oui, Loïc, je vois que tu caches tes cheveux blancs par une coupe importante. Quand on allait à une réunion commerciale, qu'est-ce qui se passait? Le directeur commercial, il avait ses papiers, ses chiffres, et l'équipe de commerciaux, ben, ils avaient aucune information
Donc, ils attendaient avec impatience que le directeur commercial distille les informations. Et l'information, grâce à ces informations-là, le directeur commercial avait le pouvoir. Le pouvoir, c'était l'information auparavant. Et l'information, soit elle était ascendante, soit elle était descendante, on avait théorisé sacrément cette notion-là. Aujourd'hui, c'est plus ça. Elle n'est plus ascendante ou descendante, elle est aujourd'hui accessible. C'est une nouvelle notion intéressante, c'est l'accessibilité de l'information. C'est la diffusion de l'information. Tout le monde a la même information. Et donc, moralité, ce tableau de bord, ce n'est pas l'outil privilégié du manager, c'est l'outil utilisé par l'ensemble des collaborateurs. Et justement, le manager va montrer sa confiance envers les membres de son équipe en donnant, en montrant, en laissant accessible ces informations à tout le monde. Je prends un exemple très simple. Dans mon cabinet, au Florian Mansell Institut, cabinet de conseil en recrutement, l'ensemble des consultants sait exactement quelles sont les missions en cours. L'ensemble des consultants sait exactement qui fait quoi, combien de missions a Dupont, Durand, Dubois. On sait exactement à quel montant on a vendu le montant de la mission. Est-ce qu'on a fait le choix des garanties ou pas, etc. etc. Il y a un partage de l'information qui est important. Donc, cette notion de contrôle, elle n'est pas liée à la notion de confiance. Est-ce que je me fais bien comprendre? Oui, d'ailleurs, ça réagit encore beaucoup sur le sujet. Après, on va avancer. J'ai deux remarques. J'ai Richard Ruby, alors je remonte dans excusez-moi, j'ai perdu, qui dit le terme contrôle très connoté gagnerait à être remplacé par vérification ou validation. En clair, il y a un certain nombre de personnes qui disent j'estime que tout dépend, pareil Thibaut Douvillier, j'estime que tout dépend de la définition que chacun se fait du terme contrôle. Il a raison, il a raison. Peut-être que ce n'est pas le bon mot, contrôle, en fait. Mais enfin, en tout cas, on a bien compris ce dont il s'agissait. Mais en l'explicitant, on comprend mieux, en fait. Pour moi c'est plus un partage d'informations. Voilà, à la limite, c'est ça. Voilà. C'est un partage d'informations. Voilà. Et Florian Giuseppina de Vetti, excusez-moi mon accent italien, salut Giuseppina, dit j'aimerais bien le contrôle, s'il te plaît. Vu les patas que ça déclenche ici, je crois que ce sujet-là mériterait confiance et contrôle, serait un beau sujet de webinaire. On le retient. D'accord. Mais là, je te vois plus, Loïc, c'est normal? Non, c'est pas normal, mais vous m'entendez. Mais je t'entends très, très bien. De manière générale, tout le monde n'aime pas être contrôlé. On n'aime pas les examens. On n'aime pas les examens, on n'aime pas rendre des comptes. C'est presque, c'est épidermique. Voilà, on n'aime pas être contrôlé. Mais pourtant, il y a bien une confrontation d'informations entre différentes personnes dans une organisation. Ça me semble évident, en fait. Alors, dépassons cette notion de contrôle et confiance ou contrôle et pas confiance. On doit travailler ensemble. Je crois que c'est cette notion-là qui est importante, c'est travailler ensemble. Voilà, ça, c'est fondamental. Petite intervention de Claude Rodier, notre consultant de Toulouse Coach, consultant à Toulouse, du concept anglophone militaire, command and control. On ressent le militaire et tout le poids de Napoléon derrière tout ça. Oui, c'est sûr que j'ai choisi ce mot contrôle parce qu'il collait bien à Napoléon le militaire, c'est évident en fait. Et encore, je n'ai pas marqué ordre commandé en fait. Et bon, peut-être qu'effectivement, le bon manager, c'est celui qui s'est commandé. Mais bon, je n'ai pas voulu l'utiliser parce que là j'aurais eu des réactions inimaginables de la part de notre communauté, en fait, bien sûr. Je vous propose de continuer, Florian, et puis on va laisser réagir tout le monde tranquillement sur les autres piliers, parce qu'il en reste encore. Donc, on était à 5 à réactivité. Réactivité, oui. Avoir fait le tour, en fait. Voilà. Ouais, un petit rappel pour remettre un petit peu sur la réactivité, Florian, je vous invite. Voilà, donc c'est un homme d'action et de réactivité. Alors, petite précision importante, chaque collaborateur attend de son chef une décision. Mais attention, ne vous faites pas piéger. Vous ne faites pas piéger. Quand quelqu'un rentre dans votre bureau et vous dit « Chef, qu'est-ce qu'on fait ?» Il attend une réaction, il attend une décision. Mais pas question de lui marcher le travail. Vous le savez tous, la réaction spontanée
que tout manager doit avoir vis-à-vis de son collaborateur qui entre dans son bureau et qui dit chef, qu'est-ce qu'on fait? C'est de lui dire qu'est-ce que tu proposes? À quoi penses-tu? Et on va l'analyser ensemble. Donc, attention, hein, ne vous faites pas piéger, pas de singe sur votre épaule. C'est pas à vous à faire le travail des autres, en fait. Hein. Donc, ce sont les autres qui font le travail, préparent le travail, donc préparent la décision, à charge à vous, en tant que manager, d'être réactif et d'exiger ces informations-là pour pouvoir trancher, et obtenir le consensus aussi, en fait. Hein, parce que les bonnes décisions, celles qui seront demain appliquées, elles sont celles qui sont prises avec le collaborateur, en fait. Hein. C'est important. Voilà. Hein, donc, je pense que ça va être très clair, cette notion de réactivité. Ensuite, le sixième pilier de management, c'est ce qu'on pourrait appeler la congruence. Voilà. Je ne sais pas si Napoléon savait qu'à l'époque, il était congruent, mais Napoléon était très, très congruent. J'espère que Gérald de Montjean ne va pas me démentir. La congruence, c'est quoi? La congruence, c'est de mettre en harmonie ce que l'on dit avec ce que l'on fait. Voilà. C'est aussi simple que ça, en fait. Hein. Faire ce que l'on dit et dire ce que l'on fait. Voilà. Et je crois que c'était un homme de parole, un homme d'honneur, un homme qui expliquait bien ce qu'il faisait, en fait. Hein. Et donc, dans cette notion-là, il y avait beaucoup de congruence dans le comportement de Napoléon. Alors, pourquoi était-il congruent? Mon analyse à moi, je ne sais pas si Alain Pijard va partager mon analyse c'est qu'il avait un ego démesuré. C'est évident. Mais pour moi, un ego démesuré, ce n'est pas un signe de faiblesse. Hein. Quand l'ego démesuré devient moteur, ben, c'est vraiment intéressant. Parce qu'en fait, Napoléon, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a tout fait pour justement montrer qu'il n'avait pas tort de prendre cette décision-là. En fait, hein. Et donc, il était très congruent parce qu'il mettait en harmonie non seulement ce qu'il pensait, mais ce qu'il disait aussi, en fait. Hein. Et donc, c'était un ensemble, en fait. Hein. Comme il ne voulait pas se contredire, comme il ne voulait pas avoir tort, ben, il allait jusqu'au bout de ses idées, en fait. Hein. Cette notion de congruence qui est intéressante. On a un axe, on a un objectif, on l'explique, on le partage, et on fait tout pour le réaliser. Voilà. Cette notion de congruence est intéressante. Hein. On va jusqu'au bout de nos idées. Voilà. Un ego moteur. C'est pour ça que lorsqu'on embauche quelqu'un d'ambitieux, quand vous recrutez un collaborateur qui est ambitieux, ben, il faut qu'en parallèle à cette ambition, il ait les capacités pour. Et s'il a les capacités pour, c'est quand même intéressant. Parce qu'on va justement, moi j'adore les gens ambitieux, j'adore les gens qui ont beaucoup d'ego, à condition que ce soit un ego actif, que ça l'incite à réaliser ce qu'il veut faire. Bravo, bravo. Ce qu'il ne faut pas, c'est un ego dans la peau de quelqu'un qui est un peu caussard, qui attend que ça tende, qui se surestime plutôt qu'autre chose. Non, moi je préfère un ego moteur. Voilà. Oui, Loïc. Question de Patrick Jouot. Est-ce à rapprocher de la notion de cohérence, la congruence? C'est quoi la différence entre les deux? La cohérence, c'est beaucoup plus large, en fait, hein, je dirais. C'est beaucoup plus large, en fait. Hein, alors que la congruence, c'est bien par rapport à ce que je dis, ce que je fais. C'est presque le côté à rapprocher avec l'exemplarité. Hein, tout à l'heure, quand j'ai parlé de l'exemplarité, j'avais un petit peu dévié sur la congruence. C'est ça, en fait. Hein, il faut être irréprochable. Voilà, il faut être irréprochable. Alors, c'est vrai que la cohérence aussi est liée, mais la cohérence n'est pas liée qu'au comportement, alors que la congruence, c'est vraiment lié au comportement. La cohérence est beaucoup plus large. Voilà, je pense. Selon Saint-Florian. Hein, alors là, selon Saint-Florian. Gros débat, Florian, sur l'ego. Vous parlez beaucoup d'ego. Je lis comme ça à brûle-pourpoint, Jérôme Ribeiro, l'ego est au service du collectif pour un but commun, comme dans une équipe de rugby. Chacun son ego, chacun sa place pour le bien de l'équipe. Très juste, Jérôme. Un petit coucou en passant. Jérôme a entièrement raison, en fait. Hein. Il faut que l'ego soit moteur. Il ne faut pas des gens passifs, en fait. Hein. Il faut des gens qui en veulent. Voilà. Et cette notion qui est intéressante. Mais d'où l'importance, ce que je disais tout à l'heure, hein, d'où l'importance pour le manager de choisir des gens qui ont un ego presque congruent avec leurs capacités. Hein. Il ne faut pas qu'ils se surévaluent.
Et là, c'est embêtant. Et dans le choix, dans le recrutement, dans l'évaluation d'un futur collaborateur, ben, il faut faire attention, en fait. Hein. Il faut être très… Voilà, faire attention. Voilà, donc c'était le point 6, la congruence. On en arrive au point 7, la communication. Il avait tout compris, Napoléon. Il avait tout compris, en fait. Hein. Il savait que le savoir-faire, c'est bien. Il en avait. Hein, voilà. Mais le faire savoir, c'était aussi bien. Il a vite compris qu'il fallait communiquer sur ses actes, sur ses idées, en fait. Hein. Donc, s'il a créé ces gazettes, c'est pas pour rien. Hein. C'est pour montrer qu'il en rajoutait même un petit peu. On est bien d'accord. Hein. On est d'accord qu'il en rajoutait un petit peu. Voilà. Hein. Mais il a été très, très habile. Il a été très habile dans tout ce qu'il a fait. Même quand il a fait confiance à des peintres, il les a incités à qu'ils soient montrés dans une position avantageuse, dans des endroits stratégiques. Voilà. Pour lui, le peintre, c'était le photographe d'aujourd'hui, en fait. Hein. C'était le metteur en scène de sa vie, en fait. Hein. Comme à la fin de sa vie à Sainte-Hélène, quand il a fait rédiger le mémorial de Sainte-Hélène par son collaborateur, il a raconté une histoire. Il a raconté son histoire. Il a voulu envoyer des messages. Il a conceptualisé des messages à faire passer. Et simple manager, c'est ça en fait. Hein. C'est concevoir des outils, concevoir des messages et puis tout faire pour les faire passer. Prenez la Légion d'honneur. La Légion d'honneur, c'est un outil de communication fabuleux, mine de rien. Au-delà de la récompense de la nation, on est bien d'accord. Hein. C'est un honneur de recevoir la Légion d'honneur. Mais vous vous rendez compte qu'à l'époque, Napoléon, grâce à cette Légion d'honneur, pouvait communiquer, enfin faire communiquer ses collaborateurs au monde entier que c'était créé par Napoléon. Il n'y a pas Hugo Boss sur le t-shirt de ses collaborateurs, il y avait la Légion d'honneur. C'est le même principe. Donc, la communication, il a vite compris qu'il fallait un système de bulletins, de guides, de gazettes faisant l'éloge de ses actions. Ben, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait un webinar. Voilà, tout simplement. Hein. Mais entre Napoléon avec la gazette et le webinar de Loïc Douillère… Plus de 300 participants. Hein. Ah, très bien. Ah, il y a quand même 516 inscrits, hein, je l'ai noté. Hein. Oui. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que la communication est importante. Le manager, il doit communiquer en permanence. S'il veut mobiliser ses troupes, s'il veut les inciter à avancer, il faut que, il ait un objectif, un projet d'entreprise, bien sûr, mais ça ne suffit pas. Il faut le répéter en permanence, en fait. Hein. Et cette notion de communication qui est importante, c'est le moteur, en fait. Hein. C'est le moteur de la communication. Et je crois que Napoléon a bien compris. Oui, Loïc. Et petite question, Jean-Pierre Falciola, désolé pour mon accent italien. Jean-Pierre, communiquer ne donne-t-il pas des prédispositions? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je vais répondre par une pirouette. Si on n'a pas soi-même ces prédispositions, on va les chercher ailleurs. Et voilà, tout simplement, en fait. Hein. Tu sais, la plus grande des compétences, c'est d'en trouver chez les autres. Et donc, un manager, à condition qu'il se connaisse bien, qu'il sache bien s'évaluer, s'il est défaillant dans un domaine, il va prendre un collaborateur, je vais l'aider à pallier cette différence, tout simplement. Donc, s'il a du mal à communiquer, il a intérêt à avoir quelqu'un qui va communiquer à sa place. Entre guillemets, tout simplement, hein, bien sûr. Mais je crois qu'on ne peut pas arriver à un poste managérial si déjà on n'a pas cette volonté, cette capacité à s'exprimer par rapport aux autres, hein, bien sûr. Mais c'est lié. Autre réflexion, Thierry Lefebvre, alors j'imagine que c'est notre consultant, Thierry, mais je ne sais pas. C'est très bien de maîtriser cette capacité, mais Napoléon avait le pouvoir de les mettre en action simultanément, les 7 ensemble. Très peu de personnes ont montré cet art. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Florian? Napoléon avait cette capacité à mixer vraiment les 7 et à vraiment toutes les
les mettre en Alors, action. non seulement il savait mixer ces sept éléments-là, mais il en avait d'autres. Hein. Il avait d'autres qualités hein, que je n'ai pas retenues, mais qui existent et qu'on peut retrouver dans le bouquin. Hein, que ça ne vous prive pas, hein, que ça ne vous prive pas d'acheter le bouquin, de le lire et de voir la suite. Hein, on est bien d'accord. Hein, non, ce que je veux dire, c'est que de la même manière que ces 7 piliers sont intéressants, mais nous, chacun d'entre nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, on a sûrement d'autres piliers qu'on utilise en fait, hein, et qui sont tout aussi bons. Hein. J'anticipe sur ma conclusion, Loïc, mais quelle est la meilleure technique managériale? Tu peux me poser cette question-là. Je vous la pose, je vous la pose. Nos amis pourraient dire, mais quelle est qu'est-ce qui vaut mieux? Est-ce que l'exigence ou la congruence, qu'est-ce qui... Bon. Je dirais que la meilleure méthode managériale, c'est la sienne. C'est la sienne. C'est-à-dire faire les choses en pleine conscience. Savoir exactement qui l'on est et comment on les utilise et qu'est-ce que l'on veut obtenir. Tu es au courant, Loïc, que je viens de finaliser un nouveau livre dans la même veine que celui-ci, c'est-à-dire basé sur une interview, et l'interview de quelqu'un d'intéressant. Hein. Donc, le deuxième bouquin sur le management, dans la lignée du management selon, la suite de le management selon Napoléon, c'est le management selon, tiens-toi bien, enfin tu le sais, mais tenez-vous bien, mes amis qui me voyaient m'écouter, c'est le management selon Jésus. Voilà, le management selon Jésus. Et j'ai interviewé Napoléon lors de la scène, donc à la fin de sa vie, et j'ai posé des questions sur son mode de management. Parce que lui aussi, Jésus lui-même, c'était un manager. Il a recruté, formé et animé une équipe. Alors justement, bonne question de Frédéric Bourrelli de monchasseurimo.com de mémoire. Je t'amène mon ça va dans le sens, vous finirez votre exposé. Tu décris le mode de management de Napoléon, mais le préconises-tu aujourd'hui et pourquoi? Donc ça va dans le sens de... Oui, voilà, ça me permettra de bien répondre. Donc, Jésus, il a recruté, formé, il a animé une équipe, au moins une douzaine, voilà. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Les techniques managériales de Jésus étaient congruentes avec sa personnalité. Dans les 7 piliers de management selon Jésus, qu'est-ce que j'ai mis en premier? J'ai pas mis le management épicite. J'ai pas mis le contrôle. J'ai mis quoi? J'ai mis l'amour. Et l'amour, j'ai mis la solidarité comme outil managérial, tout simplement parce que par rapport à sa personnalité, ben, c'était ce qui convenait le mieux pour lui en tant que manager. Donc, ma conclusion, c'est utilisons un système d'organisation, utilisons les techniques managériales en harmonie avec sa personnalité. L'exemple le plus évident, ceux qui me connaissent ont bien décodé, j'ai créé un réseau de conseil en recrutement. Ce n'est pas un réseau de salariés, ce n'est pas avec des agences de salariés, ou peut-être qu'il y aurait du contrôle, du reporting, du machin, etc. Non. Ce réseau, il a été créé avec des consultants indépendants, en licence de marque ou en franchise auparavant. Mais c'était quoi ce système de... Ça veut dire quoi ce système de franchise, ce système de licence de marque? Ça veut dire que dans mon mode de fonctionnement, ben comme je n'aime pas imposer quoi que ce soit, je n'aime pas que les gens aient du reporting à me faire, je préfère faire confiance à mes collaborateurs qui deviennent plus des partenaires plutôt qu'autre chose. Donc, comme je le sens de manière intérieure très, très, très forte, ben, j'ai adapté mon système d'organisation par rapport au système mon système de fonctionnement. Et si j'ai choisi la franchise ou la licence de marque pour me développer, c'est que ça correspond à ma personnalité. Ce que je dis, la meilleure méthode de management, c'est la sienne. Rappelle-moi la question, Loïc, de notre ami. Alors, la question de Frédéric Bourrelli, que je la recherche du coup, je ne la retrouve plus. Tu décris le mode de management de Napoléon, mais le préconises-tu aujourd'hui et pourquoi? Je crois que vous avez un peu répondu en disant qu'il faut trouver son propre management. Voilà, le but, je ne dis pas,
les 7 piliers, c'est fabuleux, faites-le. Pas du tout. Je ne dis pas du tout ça, en fait. Hein. Je dis, voilà comment, avec la personnalité de Napoléon et par rapport à son objectif, par rapport à sa stratégie, voilà comment il a fait. Et voilà comment il a utilisé ça. Voilà, voilà ce que je dis, en fait. Hein. Et je dis aujourd'hui, ben, chez Napoléon, trouvez une, deux techniques managériales qui vous plaisent bien, qui sont en harmonie avec votre capacité, avec vos valeurs, avec votre personnalité, et utilisez-les. Dans le mode de management de Jésus, il y a souvent des choses intéressantes à apprendre. Voilà. Et chacun va faire. Je suis contre le prêt-à-penser. Voilà. Je suis contre le prêt-à-penser. Voilà. Et donc, je trouve que chacun se construise lui-même sa méthode de travail. Voilà. Oui, une remarque qui va dans le sens de Dominique Le Cerf. La conclusion me rassure par l'éclectisme du raisonnement. Bien sûr. Oui, 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 bien sûr. Méfions-nous des conseils, de la liste des conseils, en fait. Hein. Je suis contre les consultants américains gourous qui disent voilà ce qu'il faut faire. Non, voilà ce que l'on peut faire. Voilà ce que l'on peut faire. Je cite Napoléon, c'est un exemple. Demain, donc, on va le faire avec Jésus. Après-demain, on va le faire avec Jules César. Après-demain, on va le faire avec Gandhi ou Mandela. Et chacun à sa manière, je le répète, par rapport à sa personnalité, par rapport à ses valeurs, par rapport à ses conceptions de la vie, ont eu des techniques consciemment ou inconsciemment, qui était très, très intéressante. Voilà. Remarque de Dominique Couder, on a plus des Talleyrand en ce moment comme manager que des Napoléons. Oui, parce que on a peur. Peut-être resituer Talleyrand, que Napoléon, le grand public, tout le monde connaît bien. Talleyrand, on connaît peut-être un peu moins. Talleyrand, c'est plutôt le conseiller très, 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 très diplomatique, plus que diplomate en fait, hein, très diplomatique, voilà, très consensuel, qui fait passer ses messages, non pas par la force, comme Napoléon, mais en souplesse, peut-être par la ruse. Voilà. Hein. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport à l'impact médiatique de tout ce que l'on fait, ou de tout ce qu'on ne fait pas, on n'a pas intérêt à affirmer des choses trop, trop importantes. Hein. Regardez ce médecin de Marseille qui se fait écharper par tout le monde parce qu'il dit des choses qu'il pense. Sa manière abrupte de le dire, provocatrice, abrupte, peut-être qu'il a raison, peut-être que dans stratégie c'était bien, mais il me semble que si on veut faire passer ces messages, il faut adopter la bonne méthode pour pouvoir non pas rechercher le consensus, mais arriver à séduire la majorité des gens, en fait. Hein. Et c'est vrai que quelque chose de plus doux passe mieux que quelque chose de plus abrupt, en fait. Hein. Voilà. Mais encore une fois, la meilleure des méthodes, je le répète, adoptez la méthode qui vous sied le mieux par rapport à votre personnalité. Oui. Moi, j'aime bien transgresser des fois, en fait. Hein. J'aime bien me provoquer aussi, en fait. Donc, voilà, je ne suis pas sans cesse. Je ne recherche pas les bini-oui, en fait. Hein. Je ne recherche pas les acquiescements. La transgression positive, c'est une notion fabuleuse. Moi, j'adore transgresser. Oui, pour ceux qui vous connaissent. Julien Fouque, finalement, pour bien manager, il faut bien se connaître. Point d'interrogation. Bien sûr, c'est fondamental. C'est fondamental, en fait. Hein. C'est comme tout. Hein. Donc, utilisez les bilans de compétences. Vous vous rendez compte, les bilans de compétences, c'est quelque chose de fabuleux. Payé par l'entreprise. On fait des bilans de santé chaque année, mais il n'y a pas de bilan professionnel. C'est quand même important. Savoir qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on veut faire. C'est ça un bilan, en fait. Hein, c'est fondamental. Et la plus belle des personnes à examiner, à évaluer, c'est soi-même. Passons du temps à réfléchir. Ben oui, passons un petit peu de temps à réfléchir sur quel est notre mécanisme de fonctionnement. C'est quand même important. Autre remarque de Laure Bertoli. Je ne vois pas Loïc. Je te vois pas Loïc. Vous m'entendez ou pas? J'entends très très bien. Là, je vois LD. Donc, on a désactivé la vidéo, qui a votre bande passante, etc. C'est pas très très grave. C'est pas très. Bon,
Tout le monde m'entend, tout va bien. Autre remarque de Laure Bertoli, c'est normal d'étudier le management des personnes fortes, c'est riche d'enseignement. Et je pense que c'est le sens de ce que vous avez voulu faire dans ce cycle, le management. Et aujourd'hui, c'est Napoléon. Bien sûr, bien sûr. C'est tout simplement parce qu'on a des a priori, on a certaines idées déjà toutes faites sur tel ou tel individu, mais ça permet de remettre les choses au clair, en fait, hein, et d'avoir des éléments de comparaison. Parce que très souvent, les, euh, les, les enseignements liés au management sont un petit peu, pas artificiels, mais un peu théoriques. Hein. Donc, c'est intéressant de les rattacher à un individu que l'on connaît. Moi, j'aimerais écrire un bouquin, le management selon De Gaulle, en fait. Hein. C'est quand même intéressant. Oui, Voir. on a eu des citations, alors plus ou moins éclectiques, hein, le management selon Hitler, le management selon Bouddha, le management selon Oui, oui, X. oui, oui. Mais bien sûr. Hein. Selon Macron, la manière dont Macron gère le pays, ben, c'est une technique intéressante à analyser. Et là, mais qu'on le fasse de manière objective, de manière nuancée, parce qu'il y a du bon et du moins bon chez tous les individus. L'intérêt de prendre une personne connue, c'est que au moins on a la même vision des choses, en fait. Hein, voilà. On nous suggère aussi le Père Noël. Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Puis, c'est une bonne technique, en fait. Hein. Est-ce que la générosité à outrance, est-ce que la sanction, oui, il y a des choses intéressantes à fouiller chez le Père Noël, bien sûr. Pourquoi pas? Mais le management, c'est quoi? Personne ne m'a posé la question, qu'est-ce que le management? C'est quoi un manager? Ma définition, elle est très simple sur le manager. Le manager, c'est celui qui sait gérer des hommes, des budgets et des emmerdes. Voilà. Gérer des hommes, des budgets et des emmerdes. C'est ça. C'est ça le manager. Partant de là, la mère de famille, c'est une manager, en fait. Hein. Elle gère un budget, elle gère des hommes, sa famille, elle gère des emmerdes. Voilà, on est tous des managers. Et donc, quelle technique utiliser? Ben, on va utiliser, encore une fois, ce que je répète, hein, des techniques par rapport à sa personnalité, par rapport à sa formation, son expérience, ses échecs, ses succès, etc. Je crois, Florian, qu'on arrive à la fin de notre timing. Il est 12h22. Les trois quarts d'heure, les bons trois quarts d'heure sont écoulés. Je vais juste expliquer à tout le monde qu'effectivement, juste après avoir terminé le webinaire, il va y avoir le replay qui sera immédiatement disponible. Nous vous le renverrons par mail également, alors aujourd'hui ou demain, et accompagné du support. Du PowerPoint, comme ça vous aurez l'intégralité. Et puis dernière chose, n'hésitez pas à procurer le livre. J'ai mis plusieurs fois, je vous remettrai le lien, les liens sont dessus pour aller sur notre site. Si vous voulez une dédicace, je vous fais une dédicace bien volontiers. Alors la dédicace n'est pas obligatoire, mais elle flatte mon ego. Bon, voilà, alors après, vous en faites ce que vous voulez, en fait. Hein, mais reparlons d'ego, justement. Reparlons d'ego. En me demandant une dédicace. Voilà. En tout cas, je vous souhaite à tous de bien terminer votre confinement. Prenez soin de vous, soyez prudents. Profitez-en pour lire des livres sur le management. Il y en a des très très bons. Voilà, celui sur le management épiphyte, c'est un must. N'hésitez pas à aller voir. On a créé une TV vidéo. Hein, ça s'appelle TV Florian. Voilà. TV Florence à l'Institut, sur YouTube en fait. Hein. Vous verrez, on a une trentaine ou une quarantaine de vidéos, des vidéos qui durent 2 minutes, d'autres qui durent 1 heure. Il y a de quoi faire en fait. Hein. Donc, utilisez intelligemment cette période de confinement. Voilà. Bon travail à tous. Et le prochain webinaire, c'est ce vendredi à 11h30, comme tous les webinaires, hein, c'est mardi et vendredi jusqu'au 24 avril à 11h30. Le prochain, c'est moi qui l'anime sur comment faire grandir vos collaborateurs, justement. Donc, on va parler de management épiphyte. Donc, je vous invite à vous inscrire et on vous mettra le lien de toute façon. 3 avril, je le vois sur le slide, 3 avril, comment faire grandir vos collaborateurs. C'est toi, Loïc, qui va l'animer.
Exactement. Merci à tous, merci à toutes. À bientôt, au revoir. Ciao.